la rétrospective de la semaine. Dans cette déclaration, le syndicat national de la garde de sécurité pénitentiaire SYNA-GSP note que c'est faisant suite à la résolution prise à l'occasion de son congrès extraordinaire que ses militants observent depuis le 22 octobre 2018 une prise d'acte d'impossibilité d'exécution de certaines missions. Ils s'entendaient ainsi attirer l'attention du gouvernement afin qu'il corrige l'application effective des décrets et arrêtés de nomination, le traitement des avancements du personnel et la dotation du corps en matériel spécifique, mais plutôt que de se résoudre à trouver une solution sérieuse et pertinente à cette crise, le gouvernement s'est enfermé dans une regrettable logique répressive, tant sur le plan administratif que financier, lit-on dans la déclaration. On y apprend également que réunis ce samedi 9 février 2019 pour analyser les derniers développements concernant leur situation, l'ensemble du personnel du corps de la GSP a décidé de la suspension pour 1 mois de son mot d'ordre allant du dimanche 10 février au samedi 9 mars 2019. À en croire le SYNA-GSP, cette décision s'explique par, entre autres, la situation des détenus gardés à vue, les points de vue de sa base et les derniers développements qui laissent penser à une prise en compte de la résolution de ces revendications. Ainsi, à travers cette suspension, le syndicat dit tenir l'opinion à témoin afin que le gouvernement se penche sérieusement sur ses préoccupations. Cependant, en cas de persistance du mépris à leur égard, le SYNA-GSP prévient que le gouvernement sera tenu pour responsable des éventuels désagréments qui pourraient être issus d'une reprise ultérieure du mouvement des GSP. D'ores et déjà, le syndicat appelle l'ensemble du personnel de la GSP à rester mobilisé et déterminé pour une meilleure considération du corps. 55 milliards de francs CFA, c'est le coût estimatif du plan d'urgence 2019 du Burkina Faso, a confié Laurence Marshall Ilboudo au cours du lancement du plan CGD 14 février. Selon elle, environ 1,2 000 personnes auront besoin d'une assistance humanitaire au cours de cette année 2019. Ainsi, le plan d'urgence ambitionne relever un certain nombre de défis, entre autres. Une meilleure coordination pour plus d'efficacité dans la prise en charge des besoins. Une approche holistique qui prend en compte toutes les problématiques dans la réponse d'urgence. La mobilisation des ressources conséquentes pour couvrir les besoins. Le budget à mobiliser selon les autorités va servir à fournir de la nourriture, de l'eau, des abris, des soins de santé et de la protection à 900 000 personnes les plus touchées par la crise. Un communiqué de presse conjoint, autorité burkinabé et représentation des Nations Unies au Burkina, avance que l'insécurité croissante a déjà forcé 83 000 personnes à fuir de leur maison. On y apprend également que les attaques armées ont engendré la fermeture de plus de 1000 écoles, privant ainsi 150 000 enfants de l'éducation. Aussi, ce communiqué note qu'environ 120 000 personnes n'ont plus accès aux soins médicaux du fait de la fermeture ou de la réduction des services des centres de santé situés dans les régions touchées par la violence. Au cours de l'année scolaire 2017-2018, le ministère en charge de l'éducation a dénombré environ 1900 structures et écoles préscolaires et primaires ayant bénéficié de la dotation de l'État en cantine scolaire. Sur 316 communes, 13 n'ont pas pu acquérir des vivres pour leur école. En plus du retard dans la livraison des vivres, de l'insuffisance de concertation entre les acteurs locaux pour l'acquisition des vivres, Roger Ilboudo, le directeur de l'allocation des moyens spécifiques aux structures éducatives, évoque d'autres difficultés liées aux cantines scolaires. Tentative de malversation, non-livraison sur site, réception et distribution sans expertise, réduction des quantités et changement des vivres après expertise. Stockage des vivres dans les magasins des mairies au lieu des magasins de transit à la charge du fournisseur. Livraison dans les écoles sans bordereaux ou avec des bordereaux mal établis. Pour pallier ces difficultés, confie-t-il, des actions sont prévues par l'État dans les jours à venir. Engager de larges concertations entre tous les acteurs impliqués dans la gestion de la cantine. Former les acteurs à la gestion de la cantine. Sensibiliser les fournisseurs sur le respect des clauses
contractuelle. Pour Roger Ilboudo, la mise en œuvre du protocole d'accord gouvernement-syndicat de l'éducation dans son volet cantine scolaire est aussi une solution. Ainsi, en vue de la pérennisation des cantines scolaires, sont citées des mesures comme le renforcement de la contribution de l'État, la valorisation et la promotion de l'économie locale à travers l'acquisition des vivres auprès des groupements et associations d'agriculteurs locaux. Les événements meurtriers de Yirgou et Caïn ont suscité un débat contradictoire avec à l'appui des divergences sur les identités et le nombre de personnes tuées et en fin de compte, personne n'est situé sur ce qui est réellement arrivé. C'est en substance qu'a laissé entendre le président du cadre d'expression démocratique Pascal Zaïda. Et c'est pourquoi lui et ses camarades demandent une commission d'enquête indépendante sur le génocide de Yirgou et le massacre de Caïn afin de situer les responsabilités. En plus de cela, ils s'entendent que les Nations Unies et la Cour pénale internationale s'autosaisissent de cette affaire. Mais en attendant, pour les animateurs du point de presse, la solution aux problèmes auxquels sont confrontés actuellement le Burkina est la démission du président Roch Kaboré. Depuis que l'homme est arrivé, nous avons toujours demandé qu'il appelle les gens à un dialogue inclusif. Une seule personne ne peut pas gérer le pays. Vous ne pouvez être assis. Ceux qui vous ont fait ce que vous êtes aujourd'hui, ceux qui sont vos ennemis, ceux qui ont le but de vous aider, vous les écartez. Finalement, vous êtes en train d'essayer la planche sur laquelle vous êtes assis. Pascal Zaïda et ses camarades du cadre d'expression démocratique ont, au cours de cette conférence de presse, appelé à l'unité des filles et fils du Burkina. Cependant, ils tiennent à préciser qu'ils n'ont jamais demandé qu'on enjambe des cadavres pour aller à la réconciliation du peuple. Les artistes musiciens burkinabés sont mécontents du traitement qui leur est réservé. Réunis en sit-in ce mardi devant leur ministère de tutelle, ils ont exigé la prise en compte de leurs revendications. Ces revendications ont été synthétisées dans une plateforme minimale. Abdul Kader Ouattara dit Almami Kadji, secrétaire général du syndicat national des artistes musiciens du Burkina, Sinamub. Nous sommes venus en sit-in pour plusieurs raisons. Premièrement, le refus du ministère de la Culture de rencontrer le syndicat national des artistes musiciens du Burkina Faso. Deuxièmement, c'était la présentation de notre plateforme revendicative. Il faut dire que nous demandons un logiciel unique de comptabilisation au niveau du BBDA pour que les droits ne soient plus payés de façon aléatoire. Nous demandons l'audit financier clair du BBDA avec la participation des organisations d'artistes. La baisse du prix de la salle de Sénaza de 250 000 francs à 100 000 francs pour l'organisation des spectacles des artistes. La suppression de tous les coefficients de musique, quitte à ce que l'État alloue un fonds à la promotion de la musique terroir. Ce sit-in se tient au moment où le ministère en charge de la culture fait son bilan de l'année 2018. À ce propos, le Sinamub estime que ce bilan ne saurait être positif. Il y a eu plus de 4 rencontres où nous n'avons pas été conviés. Nous allons parler de quel bilan si nous ne sommes pas conviés, si nous ne sommes pas désirés. À la limite, nous dirons que le ministère a peur du débat. C'est ça le véritable problème. On ne nous implique pas. Après, si on sort, on nous dit que le bilan est positif. On leur demandera, c'est quel bilan qui est positif? Parce que nous ne savons pas ce qui se passe. Il y a eu des états généraux de la SNC sans nous. Le panel sur la promotion et la division de la musique burkinabé. On nous dit de faire un bilan. Nous n'avons pas été conviés. De façon générale, aujourd'hui, il faut dire que le secteur culturel là, il est misérabilisé. Il est embryonnaire parce que si l'État refuse de rencontrer le secteur culturel pour poser les bases, pour faire des propositions, ça veut dire qu'il y a véritablement un problème. C'est l'État qui décide sans forcément connaître le milieu. Les artistes musiciens au cours de ce sit-in ont indiqué que des actions seront menées dans les jours à venir si leurs revendications ne sont pas satisfaites. La tenue de l'édition 2018 de la Semaine nationale de la culture, la réalisation de 17 nouvelles sculptures sur le site de Luango et de la cartographie des sites touristiques, l'adoption de l'arrêté portant statut de l'artiste. Ce sont entre autres des réalisations faites sous le leadership de Abdul Karim Sango au ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme. Après y avoir passé une année, le ministre Sango dit avoir imprimé une vision de gestion participative en privilégiant
renforçant le dialogue social avec les représentants des travailleurs à travers leurs syndicats. Ainsi, des instructions ont été données à mes collaborateurs, avance-t-il, sur la nécessité de considérer le syndicat des travailleurs comme un partenaire véritable dont les droits doivent être respectés en les associant à toutes les instances de prise de décision. En retour, le syndicat a l'obligation de se constituer en force de proposition et non de contestation stérile, ajoute-t-il. Abdul Karim Sango est revenu sur le rapport de l'ASELC sur la gestion 2017 du ministère qui dénonçait une mauvaise gestion des ressources publiques allouées au département. Dès sa prise de fonction, il dit avoir déjà attiré l'attention de ses collaborateurs sur ce qu'il considérait comme étant une gestion peu orthodoxe des ressources financières alimentées par le fonds de téléphonie mobile, en plus de l'organisation de la 26e édition du FESPACO et de la 15e édition de la Foire internationale du livre de Ouagadougou. Le ministre en charge de la culture annonce au compte des perspectives majeures pour 2019 l'organisation de grandes conférences publiques régionales sur la place des valeurs culturelles dans la transformation positive de la nation burkinabé. La rétrospective de la semaine. La coalition pour la renaissance artistique au Burkina Faso, CORABF, s'est dit profondément choquée et attristée par les déclarations qu'elle estime empreintes d'insultes et de contre-vérités du ministre Abdul Karim Sango lors de sa conférence de presse, bilan de son action à la tête du ministère en charge de la culture. Pour la CORABF, Abdul Karim Sango a voulu divertir l'opinion publique afin de voiler son bilan largement négatif à la tête du ministère. Laissé dynamique en février 2018 avec des résultats concrets palpables sur le terrain, ce ministère a été vite assombri par l'inertie, le tâtonnement et la médiocrité, fait savoir la coalition qui dit avoir pourtant très vite attiré l'attention du ministre Sango sur la morosité ambiante et les grandes préoccupations du monde de la musique. La CORABF, qui juge les résultats d'une année du ministre Sango décevant, dit ne pas comprendre pourquoi il continue de se maintenir à la tête du département. Il ne peut alors dire à ses acteurs dont il ignore les qualités de changer de métier parce que les autres ont manifesté contre son inaction à la tête du ministère, écrit la structure. La CORABF rappelle qu'elle a exigé du ministère la relecture de l'arrêté du BBDA portant sur les coefficients qu'elle trouve inexplicable en déphasage avec les réalités qui causent en partie la chute drastique des droits de diffusion au BBDA. Mais en réaction à cette préoccupation, l'organisation des artistes note que le ministre Sango les a fait parvenir une correspondance qu'elle juge erronée. Au lieu de passer à l'analyse de la situation qui traverse le secteur de la musique et trouver des solutions pour le rendre dynamique et encourager les acteurs, la CORABF trouve que le ministre de tutelle, à travers son langage, décourage les mécènes et les rares sponsors qui continuent de soutenir le secteur. Ainsi, les responsables de cette coalition entendaient que le ministre Abdul Karim Sango démissionne pour incapacité à trouver des solutions aux préoccupations du monde de la culture. C'est pourquoi la coalition pour la renaissance artistique demande au Premier ministre Christophe Dabiré d'en tirer les conséquences. Le contrôleur général de police Lazare Tarpaga, directeur général de la police nationale au moment des faits, a poursuivi, comme vous l'avez dit, son témoignage devant la barre ce lundi. Il dit maintenir ses déclarations faites antérieurement et avoir mis d'ailleurs le week-end à profit pour revenir avec des éléments de précision. Confronté au général de brigade Gilbert Diendéré, au colonel-major Bourema Kéré et au capitaine Abdoulaye Dao, il a été catégorique. À aucun moment la police nationale a apporté une quelconque aide aux putschistes. Pour Maître Nion, un des avocats de la défense, il est ressorti que des éléments de la police nationale ont patrouillé de jour comme de nuit et reçu donc de l'argent et du carburant des putschistes. Ce qui lui fait dire qu'à bien analyser la situation, ce n'est rien d'autre que de la complicité puisque l'ancien directeur général de la police aurait pu marquer son refus. En réponse, Lazare Tarpaga explique que face aux instructions du général de brigade Gilbert Diendéré, son éducation et sa formation qu'il a reçue
reçus commandaient une certaine prudence. Des gens qui ont arrêté mon ministre, le Premier ministre et le président de la transition, et vous voulez que je leur réponde frontalement? Non, je ne pouvais pas le faire, a-t-il déclaré. Sur les patrouilles effectuées par ces éléments, il insiste qu'il s'agit de patrouilles de surveillance visant à empêcher de piller et non pas de manifester contre le coup de force. Il ajoute que nulle part il n'a été signalé des éléments de la police nationale en train de disperser des manifestations. Le contrôleur général de police a par ailleurs signifié que les 3 conditions, à savoir de l'argent, du matériel de maintien d'ordre et du carburant, n'étaient rien d'autre que des manœuvres dilatoires. Sinon, poursuit-il, avec ou sans le carburant du régiment de sécurité présidentielle, ces véhicules devaient circuler du moment où la police nationale patrouille quotidiennement. Tour à tour, Maître Barry, Mireille, Maître Latif Dabo, Maître Olivier Yelkouni, tous avocats de la défense, prennent la parole pour évoquer, selon eux, des contradictions dans les propos du témoin. Mais le parquet, lui, estime pour sa part que ce témoignage est très crédible et très fondamental. Avant de quitter là-bas, le général de brigade Gilbert Diendéré maintient que l'ancien directeur général de la police est le prototype de faux témoin et qu'il ne l'a jamais appelé le 16 septembre comme il le prétend. Lazare Tarpaga, lui, s'est contenté d'affirmer ceci, je cite: « Je suis totalement déçu, profondément déçu. C'était des gens que je considérais avoir une certaine valeur. Je pensais qu'on pouvait les faire confiance. Monsieur le Président, vous avez du travail, je vous souhaite beaucoup de courage. » Fin de citation. Le deuxième témoin à la barre ce jour est le président de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP au moment des faits, Mathurin Béli Bako. Le témoin explique avoir reçu un appel du général Gilbert Diendéré dans la nuit du 16 septembre pour lui demander s'il était possible d'arrêter le service des SMS. Il répond selon ses propos par la négative, prétextant qu'il n'y avait aucun agent présent au bureau en ce moment. C'est le lendemain, aux environs de 11h, qu'il reçoit des informations selon lesquelles des militaires sont à l'ARCEP et disent être à la recherche d'une radio fictive. Lorsqu'il se rend sur les lieux, explique-t-il, il fait savoir à ses visiteurs que la radio ne pouvait pas s'y trouver. Mathurin Béli Bako indique que c'est en ce moment que des militaires lui demandent donc de les aider à localiser cette radio. Face à cette situation, il fait appel aux agents de l'ARCEP compétents pour exécuter une telle mission. Le témoin soutient que lui et ses agents ont fait l'objet de menaces. Faux rétorque le sergent-chef Bouddha Mahamadou, qui dit d'ailleurs avoir bien collaboré avec les agents de l'ARCEP. L'audience a été suspendue à 17h et reprendra donc ce mardi, toujours avec le même témoin. L'audience de ce mardi a été consacrée à l'audition des témoins Siedou Yao et du capitaine Kitubé Somda. Le premier témoin, Siedou Yao, technicien supérieur des télécommunications à la retraite, était un agent au sein de l'autorité de régulation de la communication électronique et des postes ARCEP. Pour ce qui lançait des événements du 16 septembre 2015, le témoin confie qu'il était à son domicile lorsque le président de l'ARCEP, Mathurin Bako, l'a joint aux environs de 11h dans la journée du 18 septembre pour lui dire de se présenter immédiatement à l'ARCEP dans le but d'aider des éléments du RSP à détecter une radio pirate. Le témoin soutient que face à cette situation, il était choqué et qu'il a dû user de stratégies en prétextant qu'il avait de la diarrhée pour ne pas s'y rendre. Mais selon toujours ses explications, c'est à sa grande surprise qu'il a vu des éléments du RSP devant sa porte avec un de ses collaborateurs de l'ARCEP aux environs de 19h. Face à cette situation, le technicien supérieur des télécommunications se réjouit à suivre les éléments du RSP qui l'embarquent au chef d'état-major de la présidence du Faso. Sur ces lieux, le témoin soutient qu'il a fait l'objet de menaces et d'injures de la part des éléments du RSP. Il explique que c'est sous la contrainte qu'il a guidé les éléments du RSP jusqu'à ce qu'il délocalise la radio dite pirate au siège de la radio Savane FM. Appelés à la barre, les éléments qui étaient acteurs de cet épisode nient les faits en bloc. Il s'agit du sergent-chef Boudou Mahamoudou et le sergent Amidou Parbelem. Pour ces derniers, le témoin n'a pas fait l'objet de menaces ni d'injures, même si le sergent-chef Boudou Mahamoudou reconnaît lui avoir dit qu'il a pris l'argent du contribuable pour aller dormir dans les hôtels en France. Selon l'accusé, il a dit cela quand le témoin avait signifié
qu'il ne pouvait pas les aider à détecter la radio. Il a tenu au cours de l'audience à présenter ses excuses aux témoins, des excuses que le témoin a refusé d'accepter. Cette attitude du témoin a fait dire à Maître Timothée Zongo de la Défense que le témoin est toujours en colère contre les accusés, toute chose qui est contraire à son serment qui indique qu'il doit parler sans haine. Après le témoin Sédou Yao, c'est le capitaine Kutubert Somda de l'armée de l'air et par ailleurs commandant de l'escadron de pilotes de la base aérienne qui a déposé son témoignage. D'entrée de jeu, il confie que c'est bien lui qui a piloté l'aéronef Mi-17 pour la récupération du matériel de maintien d'ordre à la frontière ivoiro-burkinabé. Il affirme qu'il a reçu l'ordre de son supérieur hiérarchique, le commandant Kourbi Ouedraogo, d'amener un passager qui ignorait l'identité en ces lieux. Il soutient que ce passager était le capitaine Gaston Ouedraogo du RSP, mais il soutient que dès que ce dernier s'est présenté à la base aérienne, il semblait ne pas savoir l'objet de leur mission. Il précise que c'est une fois à Bobo Dioulasso qu'ils ont appris par le colonel-major Bourema Kieré que c'était du matériel de maintien d'ordre qu'ils devraient récupérer à la frontière ivoiro-burkinabé. Il explique qu'une fois sur les lieux, ils ont effectivement vu 3 véhicules d'immatriculation ivoirienne qui leur ont remis du matériel de maintien d'ordre d'environ 300 kg. Il ajoute que sur les lieux, il a également constaté la présence d'éléments de la gendarmerie burkinabé qui étaient sur les lieux pour la sécurisation de leur périmètre d'atterrissage. Appelé à la barre, le capitaine Gaston Ouedraogo a confirmé le témoignage du capitaine Somda en précisant que tous ne savaient pas la nature de la mission au départ. L'audition des témoins se poursuit demain mercredi au tribunal militaire. La rétrospective de la semaine. Ce sont 3 témoins cités par le parquet qui sont passés à la barre ce mercredi pour dire ce qu'ils savent des événements du 16 septembre et jour suivant. Tous membres de la hiérarchie militaire au moment des faits, ils sont accusés par le général Gilbert Diendéré d'avoir soutenu d'une manière ou d'une autre le putsch. Ainsi, c'est le colonel Aimé Gouba qui commence la journée d'audition des témoins. L'officier supérieur expédiait les affaires courantes au niveau de l'armée de l'air au moment des faits avec l'absence du chef d'état-major de l'armée de l'air entre le 15 et le 21 septembre. Dans son récit, il explique que le 16 septembre, il a appris comme tous les Burkinabés la prise d'otage des autorités de la transition. C'est le 17 septembre qu'il est convoqué pour une réunion d'information présidée par le général Gilbert Diendéré. À cette rencontre, précise-t-il, le général Brice Bayala a posé la question au général Diendéré de savoir si le coup de force était opportun. Il affirme qu'en retour, le général Diendéré aurait fait savoir que ce sont les hommes qui ont agi. Le lendemain 18 septembre, une autre rencontre est convoquée à l'état-major où, selon lui, les participants se sont indignés des exactions et décidé de rédiger une déclaration pour appeler les hommes à se démarquer. Le même jour, le général Diendéré l'appelle pour lui demander l'hélicoptère Mi-17 pour transporter du matériel depuis Niangologo. Compte rendu fait, le chef d'état-major adjoint l'autorise à mettre l'appareil à la disposition du général. Le 19 septembre, pendant qu'il était à une autre réunion, le commandant de bord le contacte pour lui demander où poser l'hélico. Après des échanges avec le colonel-major Bourema Kéré, le colonel Gouba indique à son commandant de bord un terrain de sport à la frontière. La mission se déroule bien et ses éléments regagnent la base après avoir transité par Kosiam. Appelé à la barre pour réagir au récit du témoin, le général Diendéré précise que lorsqu'il a appelé le colonel Gouba, il lui aurait dit de se référer au chef d'état-major général des armées, ce qui fut fait. Il indique que le général Zagré lui a bien signifié qu'il n'y avait pas de souci. Pour la défense, le témoin confirme que la hiérarchie a apporté son soutien au coup de force. Après le colonel Aimé Gouba, c'est le colonel-major à la retraite Poko Ilboudo qui est appelé à la barre. Actuellement membre du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale H-Kroun et conseiller du chef d'état-major général des armées au moment des faits, il a laissé entendre que le 16 septembre, c'est dans l'après-midi qu'il a appris l'interpellation des autorités de la transition. Bien qu'étant membre de la CRAD, il ne participe pas à la rencontre du 16 septembre dans la soirée. C'est dans la matinée du 17 septembre qu'il participera à une rencontre au ministère de la Défense présidée par le général Gilbert Diendéré. Le témoin dit avoir simplement entendu des informations sur la situation et le général qui a demandé à l'armée de poursuivre son travail. Pour lui, il n'y a pas eu de réaction en tant que telle. Le témoin, en réponse au parquet, explique avoir posé la question au général Diendéré de savoir si le rapport de la Commission nationale des réformes dont il est membre avait un rapport avec le mécontentement. Le général lui aurait signifié de rassurer ses coéquipiers que cela n'a rien à voir.
En retour, le général Diendéré affirme qu'il ne s'est peut-être pas fait comprendre dans la mesure où c'est la veille, c'est-à-dire le 16 septembre que les griefs ont été évoqués en l'absence du témoin. Selon lui, il a plutôt expliqué que les mesures de sécurité seront prises pour éviter qu'il soit inquiété. Le colonel-major Théodore Naba Palé était le dernier témoin à la barre ce jour. Chef d'état-major adjoint des armées au moment des faits, il apprend selon ses dires la séquestration des autorités vers 14h après que le général Diendéré ait appelé le chef d'état-major pour l'en informer. Après une rencontre d'urgence tenue à l'état-major, ils sont informés que le général souhaite rencontrer la hiérarchie militaire à 16h. Voulant être prudent, soutient-il, avec le général Pengernoma Zagré, ils font appel à Monseigneur Paul Ouédraogo et l'ancien président Jean-Baptiste Ouédraogo. Aux environs de 17h, ils sont au ministère de la Défense pour la dite rencontre. Selon le colonel-major, des 3 raisons avancées par le général Diendéré, il retient l'exclusion et un article du statut général des forces armées nationales. Il soutient que le général Diendéré a demandé à l'armée d'endosser le coup d'État. Toutefois, a-t-il indiqué, toute l'assistance a refusé. L'audience a été suspendue à 17h et reprendra le vendredi, toujours avec le même témoin à la barre. L'audition des témoins s'est poursuivie ce vendredi au tribunal militaire de Ouagadougou avec le colonel-major Théodore Naba Palé. Le témoin était le chef d'état-major général des armées adjoint au moment des faits et actuellement secrétaire général à la défense au premier ministère. Le colonel-major a indiqué qu'il maintenait l'ensemble de ses déclarations faites devant la barre mercredi dernier. À la question de Maître Latif Dabo, avocat de la défense, de savoir pourquoi il estime que le régiment de sécurité présidentielle était une armée dans l'armée et qu'il ne relevait de l'état-major de l'armée de terre que dans la forme, l'officier supérieur explique qu'il s'agissait d'une force non contrôlée par l'état-major général des armées. Il ajoute que ce régiment a été rattaché plus tard à l'armée de terre juste pour faire présenter comme une situation normale, ce qui n'était pas le cas selon lui. Pour étayer son propos, il souligne qu'à plusieurs reprises, des soldats et sous-officiers du RSP ont levé le ton contre la hiérarchie, chose selon lui impossible dans une autre composante de l'armée. Le colonel-major Palé dit également n'avoir pas eu l'information de façon officielle que des officiers de l'ex-RSP ont été la cible de tirs au carré d'armes. Pour Maître Latif Dabo, les réponses apportées par le témoin confortent ce que la défense avait avancé depuis le début du procès, c'est-à-dire qu'il s'agit plutôt du procès de l'ex-RSP. Dire que le RSP était une armée dans l'armée, nier son rattachement fonctionnel à l'état-major de l'armée de terre et nier le fait que des officiers ont essuyé des tirs au carré d'armes est pour l'avocat incompréhensible venant de l'adjoint du chef d'état-major général des armées. De son côté, Maître Olivier Yelkouni, un autre avocat de la défense, s'est intéressé à la mission héliportée, au stress que le colonel-major dit avoir ressenti en pensant notamment à la dernière réunion de l'ancien président Thomas Sankara ainsi qu'à l'attitude du commandement militaire. Sur la mission héliportée, l'officier supérieur dit avoir donné l'autorisation au colonel Aimé Gouba de mettre à la disposition du général Diendéré le Mi-17, pas par crainte, mais seulement parce que récupérer du matériel de maintien d'ordre n'est pas aussi déterminant. Il précise par la suite qu'il n'a jamais parlé de crainte, mais plutôt de mythe autour du RSP. Fixant le général Diendéré dans les yeux, il dit ceci, je cite, « Je n'ai jamais eu peur du général. Lors de la rencontre du 16 septembre, j'ai dit non catégoriquement, les autres également. Le général Diendéré me connaît très bien pour ça. » Fin de citation. Pour Maître Olivier Yelkouni, si cette opposition était franche, le commandement n'allait pas attendre jusqu'au 21 septembre pour adresser un message aux hommes. De plus, soutient-il, le dit message n'a aucunement condamné les événements. Qu'a fait la hiérarchie militaire en vue de dissuader les putschistes, a demandé Maître Zaliatou Aouba aux témoins. En réponse, il indique qu'ils ont discuté avec le général 7 heures durant parce qu'il n'y avait que la discussion en ce moment pour le dissuader. À notre avis, nous avons pris la bonne décision en prenant le soin d'éviter le combat et traîner le pays vers des lendemains incertains, a déclaré le témoin. Pour le parquet militaire, la défense gagnerait à révisiter les pièces de la procédure puisque selon lui, une bonne partie de ses préoccupations ont déjà leur réponse. À ce propos, le ministère public évoque le bombardement du camp Nabakom 2 qui pour lui n'était pas vide le 29 septembre, contrairement à ce qu'a soutenu Maître Mireille Barry. Il en veut pour preuve les déclarations du sergent Mamadi Zalé, du général Diendéré et de sa garde. Sur le refus de la hiérarchie d'accompagner le coup d'État, le parquet se réfère aux déclarations du chef de corps du RSP, le commandant Abdoulaziz Korogo. Pareil pour les dépositions du lieutenant Elwende Compaoré et Dianda. L'audition des témoins se poursuit le lundi prochain.